La stratégie d'esclave pour s'enrichir et la différence entre s'enrichir et bien gagner sa vie, c'est le sujet de cette vidéo, c'est le secret que je vais te partager dans cette vidéo. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité et Finance, dans laquelle on va parler stratégie, dans laquelle on va parler enrichissement et dans laquelle on va parler levée des fonds et en millions d'euros. Avant de commencer les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer les notifications, pense à laisser un commentaire pour le référencement. Tu peux également nous rejoindre sur notre canal Telegram. Nous sommes plus de 3400 quand j'enregistre cette vidéo. Tu trouveras du contenu exclusif que tu trouves uniquement sur Telegram. Tu peux également nous rejoindre sur Discord pour échanger avec la communauté, poser tes questions ou rejoindre un programme qui t'est entièrement offert. Tous les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo. En guise d'introduction à cette vidéo, quand je parle du statut d'esclave, je parle du meilleur statut pour emprunter. Et quand je parle du meilleur statut pour emprunter, je parle en millions d'euros. Alors que le statut d'esclave est tant décrié sur Internet, le statut de salarié, tu l'auras compris, lorsqu'on écoute les influenceurs 2.0, le statut de salarié est laissé au bas. Il faut absolument sortir du salariat. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer des stratégies pour pouvoir bénéficier du meilleur statut pour emprunter massivement. Et quand je parle de massif, ce n'est pas deux love rooms, un LMNP et une coloc, c'est emprunter littéralement des millions d'euros et comment tu vas pouvoir optimiser ton profil emprunteur en tant qu'entrepreneur. Et je vais commencer avec le premier concept qui consiste d'opposer le profil d'emprunteur au profil de l'opération. Le profil de l'emprunteur, une banque en France, mais c'est valable également à l'étranger. Pour preuve, au moment où j'enregistre cette vidéo, je sors juste d'un rendez-vous bancaire avec des membres de la communauté qui est expatriée. Nous avons posé des questions aux banques. Les banques ont dit, si vous êtes salarié, 6 mois d'historique. Nous ne sommes pas en France, nous sommes à l'étranger. Si vous êtes entrepreneur, 3 bilans. C'est aussi simple que ça. Et la banque ne se concentre pas tellement sur le profil de l'opération, c'est-à-dire l'investissement que tu conduis. Il sera donc beaucoup plus facile de financer une opération avec 4% de rendement, avec un bon profil emprunteur, qu'une opération à 15% de rendement sans un bon profil emprunteur ou un mauvais profil d'emprunteur. Et dans la hiérarchie des profils emprunteurs, et ça, il faut le comprendre, tu vas trouver tout en haut de la pyramide les fonctionnaires qui ont une situation garantie à vie. Il est quasiment impossible de se faire virer quand tu es fonctionnaire. On va retrouver juste en dessous les professions médicales, c'est-à-dire les dentistes, les chirurgiens qui sont les chouchous des banques, qui ont une capacité d'emprunt massive, trop souvent ignorée. Et nous allons faire un podcast sur 10M sur ce sujet avec des professions médicales. Nous allons trouver ensuite les employés, juste en dessous, et ensuite les entrepreneurs. Qui est moins aimé que les entrepreneurs pour emprunter massivement d'un point de vue bancaire, ça va être les chômeurs et les SDF. Quoique un chômeur a quelquefois une meilleure régularité sur la perception de son chômage que certains entrepreneurs. Ce qui veut dire, et ça tu dois le comprendre, c'est qu'une banque va préférer prêter et ce beaucoup plus facilement à un salarié qui va toucher par exemple 5 000 euros par mois qu'à un entrepreneur se versant 150 000 euros de dividendes par an sur une société qui a peu d'exercice comptable. C'est expliqué très facilement par le fait que les revenus futurs de l'entreprise ne sont pas garantis. C'est beaucoup plus risqué d'être entrepreneur, tandis qu'un salarié qui a 5 000 euros de rémunération, même s'il perd son travail, il y aura un chômage et il trouvera un autre travail avec une rémunération similaire. Tandis qu'un entrepreneur, et on peut voir des cas sur Internet, l'entrepreneur qui perd son job sur Internet et qui sa société fait faillite, pour aller chercher le même revenu en tant que salarié, bonne chance. C'est d'ailleurs pour cela, et c'est très facile à comprendre, que lorsque tu te présentes à une banque en tant qu'entrepreneur, on va te demander les 3 derniers bilans de ta société. Les 3 derniers bilans de ta société, cela représente 3 ans. C'est-à-dire que si tu vas à ta banque en 2024, on va attendre 2024 premier bilan, 2025 deuxième bilan, 2026 troisième bilan. Le troisième bilan sera clôturé en 2027. Tu ne pourras investir qu'à partir de 2027. Tandis que lorsque tu te présentes en tant que salarié, on va te demander tout simplement tes 3 derniers bulletins de salaire. Et les 3 derniers bulletins de salaire, c'est toujours le chiffre 3, mais on ne parle pas en année, on parle en mensuel. Tandis que le profil de l'opération, et quand je dis profil de l'opération, je parle tout simplement de l'investissement que tu vas conduire, l'investissement que tu vas présenter au banquier. Et quelquefois, les gens peuvent se dire
Mon opération, elle est ultra rentable avec 15% de rendement. Toutes les banques vont se battre pour me financer, même si je suis au RSA. Et bizarrement, ces gens-là, lorsque tu les confrontes à la réalité bancaire, aucune banque ne va financer l'opération. Nous ne sommes pas en financement professionnel avec des pros et certains financiers professionnels vont te demander un track record, notamment sur certaines opérations. Ils vont vouloir s'assurer que tu as conduit au moins 3 de ces opérations précédemment avec un bon résultat. Une banque, comprends-le, elle se concentre d'abord sur le profil emprunteur. Est-ce que la personne qui emprunte peut rembourser le crédit que sur le profil de l'opération? Pire encore, il y a un effet qui se coule à l'effet de gros rendement. Lorsque tu vas avoir une banque avec un gros rendement, c'est-à-dire que tu vas lui expliquer que tu as 15% de rendement, un rendement trop élevé favorise les chances de te faire refuser ton dossier de financement. Alors que dans la mentalité des gens, plus tu as du rendement, plus une banque va te financer. Le rendement, d'un point de vue bancaire, reflète le risque. Ça reflète le risque pour une banque. Quand la banque que tu vas voir pour faire financer une opération à 15% de rendement, lorsque tu lui demandes son produit financier le plus risqué, il va te rapporter 5%. Quel signal penses-tu envoyer quand tu te ramènes devant ton banquier avec un projet immobilier à 15%? Il va considérer que ton projet immobilier est 3 fois plus risqué que son produit le plus risqué. Un projet risqué et les risques coûtent plus cher à la banque que sa marge sur le crédit. Il faut comprendre qu'une banque, lorsqu'elle te finance, elle a une marge sur intérêt et c'est son bénéfice. Elle emprunte à 2, elle te prête à 3%, donc elle gagne 1 point. Par contre, si demain tu ne rembourses pas ton crédit et qu'elle passe une provision, elle va pouvoir perdre 20 fois l'intérêt qu'elle gagnerait. Donc, une banque est plus à même à limiter les crédits qu'elle va octroyer pour réduire son risque, car le risque coûte plus cher à la banque. Et ça, il faut l'avoir en tête. Donc, le conseil qu'on peut te donner, lorsque tu arrives avec un projet à gros rendement, ne l'évoque pas, limite, réduis le rendement pour entrer dans les normes bancaires, pour entrer dans les normes qu'elle comprend. Ça, c'est jamais trop dit sur Internet. Le deuxième concept que je veux te présenter, c'est comment se faire passer pour un employé lorsque nous sommes entrepreneurs. Et c'est la force des entrepreneurs. C'est la force du caméléon de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de pouvoir faire passer des vessies pour des lanternes. Mais pour se faire passer pour un employé et donc un salarié et donc avoir un profil que la banque aime, il va déjà falloir choisir la bonne forme sociale sur ta société. La première chose et l'étape numéro 1, c'est le choix de la forme sociale. Quelle forme sociale tu vas prendre? URL, SAS, il va falloir que ta société elle puisse te verser un salaire et émettre un bulletin de salaire et que tu sois assimilé salarié. Les personnes vont me dire, mais t'es complètement con, ça veut strictement rien dire. Cela peut te faire rigoler, dit comme ça. Mais quand ton comptable te fait choisir par exemple une URL, une SARL, on rappelle le URL est la version unipersonnelle de la SARL, notamment pour optimiser tes rémunérations. Et là, tu peux te dire que c'est génial puisque en réalité, tu vas optimiser ta rémunération puisque tu auras moins de charges sociales et que donc tu pourras emprunter beaucoup plus. Cependant, il faut se poser une question. Qu'est-ce que tu reçois quand tu es en EURL ou en SARL? Tu reçois des rémunérations de gérance. Pour être assimilé salarié sur une SARL, il faut que tu sois minoritaire. Et si tu es minoritaire, tu auras autant de charges qu'une SAS ou une SASU. Donc, autant partir sur une SAS dès le début. Pour être assimilé salarié, comme je viens de le dire sur une SARL, il va falloir être minoritaire. Et si nous sommes assimilés salariés, tu vas payer autant de charges sociales et 80% que sur une SAS. Donc, pourquoi pas faire une SAS dès le départ qui te permettra, en plus de la SARL, de ne pas avoir des charges sociales sur les dividendes. Donc, tu pars directement sur une SAS ou sa version unipersonnelle, la SASU, dès le départ. Et tu fais en sorte, petit conseil, de ne pas te mettre président sur ta fiche de salaire. C'est un petit conseil. Également, tu vas avoir d'autres éléments à bannir. Nous irons plus en profondeur dans le cadre d'un coaching sur patrimoine exponentiel, notre programme immobilier à l'expertise bancaire pour lever massivement des fonds. Il va falloir faire en sorte de ne pas te verser de dividendes, car combien de salariés en France perçoivent des dividendes? Dividendes égale société, égale actionnaire d'une société. Également, il va falloir voler sous les radars bancaires
et de ses vérifications. C'est relativement simple et il va falloir favoriser le salaire et les charges sociales qui sont assimilées à ce salaire. Cependant, on te rassure, tu vas voir que économiquement, ça peut être très bénéfique. Le concept numéro 3 qui est important de préciser, c'est que les entrepreneurs, ils n'aiment pas le salaire. Généralement, tu peux demander autour de toi, c'est peut-être ta situation et n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Ils vont se verser le plus petit salaire possible par mois pour éviter les charges sociales et se verser en fin d'année le dividende. Ça, c'est la notion de biais fiscal. Si tu veux investir massivement, il va falloir oublier le dividende et favoriser le salaire. Le biais fiscal, c'est quoi? C'est favoriser l'économie d'impôt au détriment de la constitution d'un capital ou de la constitution de sa richesse personnelle. C'est exactement le biais fiscal qui peut t'amener à une expatriation qui te fera économiser des impôts, mais qui t'empêchera de capitaliser. Je t'invite à activer le rappel pour ce week-end où je t'explique dans un vlog pourquoi ce sont les prolétaires qui s'expatrient à Dubaï et pourquoi Dubaï est une expatriation de communistes si tu veux t'enrichir. C'est également à cause du biais fiscal et pour cette raison que les gens en immobilier achètent du Pinel, achètent de la défiscalisation. C'est pour une économie d'impôt, ils ne voient que l'économie d'impôt et cette économie d'impôt sera plus faible que la moins-value qu'ils réaliseront lorsqu'ils sortiront et lorsqu'ils revendront leur investissement. Sur Internet, tout le monde leur dit ne faites pas de Pinel parce qu'en fait, tu perds plus d'argent que l'économie d'impôt. Mais il est nécessaire de rappeler, et ça c'est très important pour vous qui êtes entrepreneur et qui regardez cette vidéo, que le salaire et les charges sociales sont une charge déductible. Donc, tu vas la déduire des bénéfices de ton entreprise. Tu ne vas pas payer d'impôts sur les sociétés dessus. Le dividende ne peut être versé qu'après le paiement de l'impôt sur les sociétés. En France, il est de 25% et tu devras payer 30% de flat tax. Donc, l'un dans l'autre, on arrive à peu près à la même chose. Et le plus important, lorsque tu te projettes dans cette stratégie, c'est de réfléchir avec un horizon temporel cohérent. Et cet horizon temporel cohérent, si tu prends les impôts, que ce soit l'impôt sur le revenu plus les charges sociales que tu vas payer dans la constitution de ton profil emprunteur, ils doivent être divisés sur le même horizon temporel que l'investissement. Imagine la situation suivante. Tu payes en tout 100 000 euros d'impôts et de charges sociales par an pour bâtir ton profil emprunteur. Lorsque tu vas acheter de l'immobilier, tu vas l'acheter sur 20 ans. Divise-le par 20 ans. Sur une période de 3 ans, cela va te représenter 300 000 euros. Mais si cette stratégie te permet d'emprunter 3 millions d'euros et que dans 20 ans, tu te retrouves avec un patrimoine immobilier de 3 millions d'euros, on ne parle pas de plus-value, on ne parle pas de cash flow, en ayant investi 300 000 euros, c'est pas trop mal non plus. Et je reste sur des contenus du montant d'impôt que tu vas payer, je reste sur des objectifs qui sont relativement bas et relativement modestes lorsque je dis 3 millions d'euros. Avec une bonne stratégie, limite, c'est ce que tu peux faire en une année. Car une fois que tu as investi, et c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est ça qu'il faut se dire, tu n'as pas besoin de maintenir ton statut d'employé. Tu peux même t'expatrier une fois que tu as constitué ça, une fois que tu as levé tes fonds. Tu n'as pas besoin de garder le statut d'employé. Donc, en gros, tu vas emprunter sur 20 ans, tu vas créer et amortir du capital sur 20 ans et tu n'auras eu besoin que de 3 ans pour lever la dette sur ça et tu pourras même t'expatrier ensuite. Tu transformes grosso modo 300 000 euros d'impôts en 3 millions d'euros d'actifs, sans compter les cash flows de ton investissement, sans compter la plus-value. C'est juste, on part du principe que dans 20 ans, ça vaut le même prix, que ça n'a pas augmenté de valeur. Et même si le marché de l'immobilier se casse la gueule et qui perd 50%, soyons fous, ben, tes 300 000 euros, ils t'auront permis quand même d'avoir 1,5 million à la fin. Donc, je ne vois pas le problème, selon moi. Les vidéos que tu dois voir en plus de cette vidéo et que je te conseille fortement, la première vidéo, c'est pourquoi investir en SCI dans l'immobilier. C'est un guide complet. Dans ce guide complet, je t'explique pourquoi tu dois absolument investir en SCI et surtout comment tu peux le faire. Et pourquoi, si tu le fais du nom propre, par exemple du LMNP,
tu seras un SDF par rapport à ce que tu peux faire si tu n'investis pas en nom propre. Également, je te partagerai dans un vlog payer des impôts, un placement à plus de 50% de rentabilité. C'est un vlog que j'ai tourné cet été où je te partage ma stratégie. Pourquoi passer de 8% d'impôts à plus de 50% d'impôts que je considère est une opération ultra rentable. Je t'invite vraiment à le regarder pour pouvoir te projeter sur un horizon temporel cohérent. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo. Pourquoi se présenter comme un entrepreneur pour emprunter quand c'est plus facile d'emprunter en tant que salarié, en te présentant comme un employé, et chose que tu peux faire excessivement facilement quand tu es entrepreneur. Pourquoi choisir le statut qui plaît le moins aux banques alors que tu as la possibilité de faire l'inverse? Est-ce que tu crois que le mec qui s'inscrit sur Tinder en étant marié, et j'ai vu un reportage récemment, ça concerne 63% des personnes, va se présenter comme un mec marié sur l'app? Je ne pense pas. Il a la possibilité de faire les deux. Après, si ton entreprise a de solides bilans, bien évidemment l'intelligence se trouve dans la nuance, et je salue Cédric de Youmento au passage, qu'elle a des solides bilans depuis 5 ans, que tu disposes d'importants fonds propres sur ta boîte, tu peux t'en passer. Et encore, je connais des entrepreneurs ayant vendu leur boîte, ayant des difficultés à lever de la dette, malgré plusieurs millions d'euros sur le compte de leur société. Et qui comprennent que pour adopter cette stratégie, il va falloir repasser par la case employé pour bâtir un patrimoine important. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Si tu regardes cette vidéo en journée, pense à laisser un like pour le référencement, cela nous aide énormément. N'hésite pas à mettre un petit commentaire également pour nous aider avec le référencement. Partager ton avis, c'est moi qui réponds à tous les commentaires. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Bye bye.